Merci à tous d'être là. Merci à Olivier pour cette présentation. Quand je regardais ça, je me suis dit que... Enfin, j'avais déjà prévu de vous dire... Moi, je ne connaissais pas le PowerPoint d'Olivier. J'avais déjà prévu de vous dire qu'il me semble que le monde politique est un petit peu en retard sur la rapidité des évolutions dans d'autres secteurs. Et que c'est probablement une des grandes difficultés auxquelles nos démocraties sont confrontées en ce moment. Alors, d'abord, je suis contente d'être là parce que je trouve que c'est extrêmement important, justement, de garder le lien, même si j'ai à la maison des individus de votre âge à peu près, parmi mes enfants, mais de garder le lien avec la génération d'après. Non, je ne dis pas ça par complaisance démagogique du politicien de base, mais parce que je crois que ces évolutions-là font que probablement une des failles de nos systèmes politiques, c'est de ne pas faire assez le lien entre les générations. Et que une des vraies difficultés de la démocratie, c'est de penser à moyen et long terme. Vous avez toujours une élection qui arrive, pour certains la volonté à tout prix d'être réélus, sans même se demander pourquoi ils sont réélus d'ailleurs, mais en tout cas, la différence entre la capacité à investir, à envisager, à analyser le long terme et à en tirer des conséquences dans l'action politique, et la manière dont les démocraties occidentales sont organisées, en tout cas, est un véritable problème. Surtout, moi j'étais vraiment très frappée par le tableau qui montrait le vieillissement de la population. Donc on ne s'est pas concerté avec Olivier, mais le premier défi auquel moi je vous invite de réfléchir, c'est vraiment de prendre conscience que vous êtes dans un monde qui change profondément. Et ce n'est pas facile d'en prendre conscience parce qu'autour de vous, la plupart des gens n'en ont pas conscience. Quand vous ouvrez votre télévision, il y a des informations, il y a un flux d'informations sur ce qui se passe, mais on n'a pas l'impression que ce flux d'informations soit suffisamment intégré pour que l'action change. Je vais prendre quelques exemples. Bon, le changement climatique, vous avez vu dans la liste des périls, en ce moment on parle beaucoup du risque des armes chimiques avec la Syrie, bon, j'insisterai pas là-dessus, mais rien que le changement climatique est quand même quelque chose d'assez étonnant, parce qu'il y a plein de gens qui disent « mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu la dette financière monter ?» dans les 20 dernières années écoulées. Mais comment ça se fait qu'on ne voit pas la banquise fondre? Et dans 20 ans, vous aurez des gens qui disent « ah, c'est bizarre, on n'a pas vu la banquise fondre ». Donc moi, j'estime que le changement climatique, c'est quelque chose d'important. Il y a un autre changement, alors on le sent un petit peu ici, mais pas trop quand même, mais qui me paraît un changement anthropologique majeur, c'est la répartition des rôles entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il y a quelques progrès à faire dans les écoles d'ingénieurs. Bravo les filles qui avaient franchi le cap. Quand j'étais à l'ENA, ce n'était pas plus brillant, rassurez-vous. Et je crois que, par exemple, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il me semble extrêmement significatif. Vous regardez ce qui se passe dans le monde en ce moment, vous déclinez tous les fléaux dont on a eu la liste, que ce soit la pauvreté, que ce soit la violence, que ce soit l'accès à l'éducation, que ce soit les problèmes environnementaux, vous vous rendez compte que très souvent les femmes cumulent tous les inconvénients. Dans nos sociétés, un peu moins, mais malgré tout, vous vivez dans une société dans laquelle on accepte que deux personnes faisant le même travail ne soient pas payées le même prix. C'est une chose que je trouve assez hallucinante, mais en tout cas, c'est vrai. Et tout ça, on n'a pas l'impression que la politique, la démocratie essaye énormément de s'en occuper. De ce point de vue-là, qu'est-ce que l'Europe nous a apporté? Elle a apporté quand même, et ça je le vis au quotidien au Parlement européen, cette faculté de brasser les expériences qui est en soi déjà une des valeurs de l'Europe. Moi, je vois nos collègues nordiques ne réagissent pas du tout de la même manière. Et je ne sais pas si vous avez vu quels étaient les pays qui étaient sur la droite en termes de vieillissement. C'est les pays dans lesquels la natalité est la plus faible. C'est notamment l'Espagne et l'Italie qui étaient des pays dans lesquels, traditionnellement, il y avait des familles nombreuses et une certaine acceptation des enfants, etc. Donc c'est assez marrant de voir que vous avez des grands bouleversements. Ouais, on ne rigole pas forcément quand on parle des problèmes hommes-femmes, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça fait rigoler. Moi, je suis persuadée que c'est un des enjeux les plus phénoménaux qu'on a devant nous, avec en plus un certain nombre de systèmes religieux qui ont quand même tendance, et c'est valable pour toutes les religions monothéistes, à avoir un rôle de la femme qui n'est pas forcément extrêmement moderne. Et je vous dis ça parce que c'est un enjeu de compétitivité. C'est un enjeu. On a 9 milliards de personnes à nourrir sur cette planète. On a des difficultés à régler qui ne sont pas des difficultés qu'on va régler correctement si on se prive de l'apport de la moitié de la population. Donc l'Europe, dans tout ça, elle nous a permis quand même de bénéficier d'un certain nombre d'expériences qui viennent de l'autre. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que
Si vous regardez l'Europe en partant du statu quo, ou si vous regardez l'Europe à partir des chartes d'Olivier Leconte et de ce que sera le monde dans 20 ans, vous n'aboutissez probablement pas à la même réponse. Encore une fois, il n'y a pas l'Europe qui est bien et les États-nations qui ne sont pas bien, etc. Mais on a à mettre en place une gouvernance mondiale différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Si on n'y arrive pas, on n'arrivera pas à faire un certain nombre de choses extrêmement basiques, comme, je vous dis, s'attaquer vraiment et sérieusement au changement climatique, traquer les terroristes sur Internet qui ne se localisent pas dans un espace donné. J'ai beaucoup ri en entendant Angela Merkel. Je ne sais pas si certains d'entre vous, il y a peut-être des Allemands dans la salle, qui ont eu la curiosité d'aller écouter le débat entre Angela Merkel et Peter Steinbrück, où Mme Merkel a donné l'assurance que toutes les informations qui étaient sur le sol allemand seraient protégées. Sauf que Internet, ce n'est pas le Deutsches Boden, hein, c'est quand même quelque chose de plus immatériel. Donc on voit bien, il y a un décalage aujourd'hui entre le lieu où se prennent des décisions politiques, de manière démocratique ou moins démocratique, mais je dirais à la limite presque peu importe, mais traditionnellement, vous aviez l'idée qu'il y a un pouvoir sur un territoire et une population qui se trouve sur ce territoire. Et qu'en gros, on peut prendre des décisions, que ce soit taxé pour avoir des revenus, que ce soit contrôlé pour la police, que ce soit assurer la sécurité avec une armée, etc. Et on se rend compte que les menaces, maintenant, sont beaucoup plus complexes. Les capitaux circulent. La technologie, à mon avis, a quand même beaucoup changé les choses. Donc, ce n'est pas seulement la construction européenne qui pique de la souveraineté à des États qui pourraient la garder. C'est beaucoup plus complexe. Et troisièmement, on le voit malheureusement avec ces phénomènes de guerre sale possible, c'est-à-dire le scénario que tout le monde redoute, c'est même une toute petite quantité de gaz toxique qui est récupérée en Syrie ou ailleurs et qui est balancée dans le métro ou dans un TGV dans n'importe quelle capitale européenne. Voilà, ça Olivier en a parlé. Je ne veux pas vous démoraliser complètement, parce que si on vous dit que votre génération, en gros, aura une planète mal organisée, polluée, et peuplée de vieillards et de gens qui vont se battre pour la nourriture et pour l'eau, ce n'est pas un message extrêmement sympathique. Cela dit, chaque génération doit faire avec ce qu'elle a. Et je crois, Olivier, qu'il ne faut pas non plus idéaliser, par exemple, la bonne époque de la guerre froide, ou parce que Non, mais c'est pas ce que tu as dit. Non, mais il y a eu des tensions atomiques dans les années 60 ou même dans les années 80 au moment des euromissiles, etc., qui pour vous semblent à peu près du même ordre que les guerres puniques, mais c'était quand même quelque chose d'assez tangible et une menace qui n'était pas négligeable. Alors deuxièmement, dans tout ça, dans ce monde qui change, et encore une fois, on laisse tomber les petites lunettes du souverainiste de base, on regarde ça avec le monde dans 20 ans, tel qu'il est, tel qu'il se développe. Qu'est-ce que l'Europe peut apporter ? Elle a réussi une chose absolument extraordinaire et qui d'ailleurs est reconnue worldwide, c'est que, et je vais parler à des ingénieurs, donc je vais dire c'est un prototype. Un prototype au sens du prototype qu'on a dans une soufflerie, donc le truc qui n'est pas du tout terminé, mais qui est quand même une innovation suffisamment intéressante pour qu'on la regarde de près. C'est la première tentative au monde pour mettre justement des règles, de la gouvernance, de la démocratie, de la capacité à organiser une société au-delà des frontières nationales. Et ça peut vous paraître extrêmement banal, mais quand vous discutez surtout avec des gens qui sont de la génération encore avant, ça l'est vraiment pas. Il y a quelques années, justement, comme en plus il y a beaucoup de garçons dans cet amphi, vous auriez fini dans une tranchée, vous auriez fini dans des endroits assez peu sympathiques, en devant trucider à la baïonnette un pauvre type qui vous avait strictement rien fait. Ça peut paraître un peu ringard de dire ça, mais je veux dire, c'est pas gratuit non plus, hein. Si en Europe, depuis 60 ans, on n'a plus aucun conflit, c'est parce qu'il y a des gens qui ont essayé d'inventer quelque chose à la place. Alors qu'est-ce qu'ils ont inventé qui soit remarquable ? D'abord, on est sorti d'une spirale de la vengeance. Et si vous regardez bien l'état du monde en ce moment, il y a bien des régions du monde où il y a encore des souvenirs des guerres précédentes qui ne sont même pas travaillés. On a beaucoup parlé de la Chine. Entre la Chine et le Japon, il y a des conflits ouverts. Le Moyen-Orient, n'en parlons pas. Et en Europe, on s'est entretués absolument copieusement. Donc, ce n'est pas pour donner des leçons aux autres, pas du tout, mais c'est pour dire quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose a reposé sur une idée simple, c'était l'idée qu'il valait mieux regarder ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Et on a relativisé le territoire. C'est ça qui est intéressant dans le prototype, pour reprendre cette image, par rapport à ce qui se fait dans le monde en ce moment. Regardez, vous prenez Israël et la Palestine. C'est un conflit territorial, essentiellement. C'est le même type de conflit qu'on avait entre la France et l'Allemagne pour l'Alsace et la Moselle. C'est-à-dire de savoir qui va s'installer sur un territoire.
Si vous supprimez les frontières et vous créez des intérêts communs, vous pouvez faire cohabiter des gens dont on pensait jusqu'à peu qu'ils avaient vocation à s'entretuer. Mais ça, c'est pas totalement négligeable. Je ne dis pas que c'est transposable en l'état partout, c'est pas un modèle, encore une fois, c'est un prototype. Et qu'est-ce qu'on a fait, par contre, en Europe qui a foiré? C'est que par rapport à ce projet qui est objectivement énorme, puisque c'est une chose qui n'a jamais été tentée dans l'histoire de l'humanité, on avait plutôt bien démarré et on s'est légèrement endormi près du radiateur en cours de route. C'est-à-dire que ceux qui avaient lancé le projet avaient compris un certain nombre de choses. Ils avaient compris que pour faire vivre ensemble des peuples qui se sont entretués, il y a un principe qui est extrêmement important, c'est que personne ne domine les autres. Et quand on vous dit « Ah, Bruxelles, Bruxelles, à quoi ça sert, la commission, les machins, la cour de justice, tous ces gens qui pondent des règlements, qui nous emmerdent, etc. » Eh bien, ça sert à ce qu'il y ait un arbitre, à ce qu'il y ait une entité neutre pour faire le tampon entre les différents pays. Donc, on vous dit que c'est compliqué, le système communautaire, ça ne l'est pas. La Commission, elle a un rôle de proposition, essentiellement. La Commission met sur la table, c'est un personnage neutre, collectif, qui met sur la table des propositions qui sont susceptibles d'être déjà mieux acceptées par les uns ou par les autres. Parce qu'en France, on ne veut pas l'Europe allemande, parce que l'Europe à la française ferait peur en Angleterre ou en Italie, etc. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui, évidemment, a toujours un peu le risque, comme tous les compromis, d'être un machin qui ne ressemble pas à grand-chose par rapport à ce qu'on connaît, quand chacun le regarde avec ses propres yeux. Mais voilà, on a besoin d'institutions, on a besoin de lieux dans lesquels on définit l'intérêt général. Et l'intérêt général, et moi je voudrais vraiment insister beaucoup là-dessus, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Vous avez déjà joué dans une équipe de sport collectif. Si chacun dans une équipe veut être celui qui marque le but, mais admettons qu'on joue au foot, ça ne va pas marcher. Il y en a dans une équipe qui ne marqueront pas le but. Ils sont là pour être goal, ils sont là pour être en défense. Donc est-ce qu'on est une équipe en Europe, avec des rôles qui se répartissent, et si possible un choix du capitaine pour ses mérites, etc. Ou est-ce qu'on reste dans des logiques où tout en faisant semblant d'être une équipe, chacun continue à essayer de tirer la couverture à soi. Donc va négocier avec les Chinois ou les Indiens séparément, veut défendre les intérêts de son industrie, considère que, en gros, il n'y a que le fait d'être représenté par quelqu'un de sa nationalité qui vous donne des garanties. Moi, je peux vous dire, j'ai beaucoup travaillé à Bruxelles. Ça rend modeste. Ça rend modeste. Des choses très bien en France, il y a des grandes écoles, trucs. Il y en a d'autres, ils n'ont pas ça, ils n'ont même pas les prépas, je vais vous dire. Ils n'emmerdent même pas leurs enfants à passer 3 ans enfermés dans un couvent. Et ils ont des ingénieurs. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple au hasard. Et en Allemagne ou en Italie, les enfants jouent au foot dehors où ils font ce qu'ils veulent tous les après-midi. Et ma foi, ils ne sont quand même pas complètement débiles non plus. Voilà. Donc ce que vous apprenez à Bruxelles, c'est que tout votre système de valeurs, toute votre hiérarchie, ma foi, elle est susceptible d'être complètement remise en cause par quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez avoir quelqu'un qui a été formé très différemment, qui est très... un peu exotique par rapport à votre première réaction et qui pourra être très bon. Et moi, j'accepte sans aucun problème. Et c'est ça, à mon avis, l'une des clés de l'Europe. L'idée que dans une gouvernance plus large que celle de mon pays, il vaut mieux avoir quelqu'un de très bon qui vient d'un autre pays plutôt qu'un Français qui ne soit pas à la hauteur. Voilà. En gros, à mon avis, l'un des principaux problèmes de l'Europe, il n'est pas très compliqué, c'est celui-là. Et d'ailleurs, parfois, ça marche. Regardez la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, c'est une institution qui a été calquée sur le modèle germanique. Elle a été calquée sur la Bundesbank. Elle correspond à ce qui était la vision dominante de la politique monétaire, etc., qui était celle de l'Allemagne dans les années où on a fait l'euro. On peut aimer ou pas aimer, peu importe. C'est quand même assez rigolo qu'il y ait eu un Français et maintenant un Italien à la tête de la Banque Centrale Européenne. Ils ont un certain nombre de difficultés en Allemagne, faut pas... Mais malgré tout, c'est une vraie victoire, je trouve, allemande, d'avoir suffisamment exporté ces idées pour qu'elles soient acceptées par d'autres et incarnées par d'autres. Et donc, un des défis qu'on a devant nous, c'est ça. Est-ce qu'on considère que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça vaut la peine d'être poursuivi? Et si on considère que ça vaut la peine d'être poursuivi, est-ce qu'on fait équipe au point de choisir les meilleurs pour être les responsables et pas rentrer dans des logiques identitaires ou souverainistes qui, objectivement, ne mènent pas très loin? C'est vrai que ça dérange. Ça, je vais vous dire, ça dérange. Quand vous êtes avec des gens qui ne pensent pas comme vous, c'est beaucoup plus inconfortable qu'avec des gens qui pensent comme vous. Mais comme il se trouve qu'au niveau mondial aussi, on est avec plein de gens qui sont de plus en plus intelligents, de mieux en mieux formés, des vrais compétiteurs, je dirais qu'il vaut mieux s'habituer en Europe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour passer un peu à l'avenir? Moi j'ai écrit un bouquin avec Mario Monti l'année dernière parce qu'on est un peu obsédé par cette question, parce qu'on voit bien, j'en ai pas complètement idiot, qu'on a essayé de faire l'Europe sur une base qui était une base, encore une fois, de non-discrimination entre les États, de respect de la diversité, de respect de cette diversité organisée avec des institutions,
une certaine manière d'amortir les rapports de force entre les différentes zones de l'Europe. Et que tout ça, pour tout un tas de raisons, et puis parce que les œuvres humaines sont fragiles, ça a passablement dérapé. Ça a passablement dérapé notamment parce que le traité de Rome visait à améliorer les conditions de vie et d'emploi des Européens, et qu'on voit bien que ces dernières années, ça n'a pas été le cas. C'est en partie dû à des erreurs européennes, et moi je suis tout à fait prête à l'admettre. C'est aussi en partie dû à des erreurs faites dans chacun de nos pays, ou au moins dans certains pays, et que les dirigeants nationaux n'assument pas du tout. Par exemple, regardez la situation des finances publiques en France. Personne ne nous a obligés à faire du déficit et de la dette dans ces proportions-là. Les Français ont mal géré leur pays. Ils ont mal géré leur pays, ils en payent les conséquences. Après, l'Europe, elle est plutôt venue pour essayer de remettre de l'ordre. Et d'ailleurs, quand on a fait une telle quantité de déficit et de dette, on a violé nos engagements vis-à-vis des autres. Donc l'Europe, de ce point de vue-là, exactement comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'égalité homme-femme et tout, elle nous permet aussi de nous mesurer à d'autres, avec tout ce que ça a de positif et tout ce que ça a de rugueux et de dérangeant. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour certains pays nordiques qui arrivent à la fois à avoir une société fondée sur une grande solidarité sociale et une ouverture qu'on qualifierait en France d'ultra-libérale, parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas colbertiste dans ce pays, vous êtes ultra-libéral. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment à se poser un certain nombre de questions quand on est français, et c'est bien, j'ai appris qu'il y a presque un tiers d'étrangers dans vos promos, vous allez partir à l'étranger. Je ne dis pas que tout soit mieux ailleurs, il y a des choses qu'on a bien faites en France, mais je crois qu'il faut accepter de regarder les performances et de ne pas juger. Donc, l'Europe essaye de créer de la prospérité. Elle y est moins bien arrivée ces derniers temps, mais le grand bouleversement mondial qui a été concomitant avec la montée en puissance de l'intégration européenne n'y est pas pour rien non plus. N'oubliez pas, je ne sais pas s'il y en a certains qui viennent d'Europe centrale et orientale, n'oubliez pas non plus l'énorme changement qu'a représenté la fin du communisme et l'intégration des pays qui viennent de cette zone-là. On a eu une espèce d'effet de satiété. Ça a été quelque chose d'énorme d'arriver à accompagner ces pays dans leur transition démocratique et économique. Et malheureusement, on n'a pas suffisamment bien préparé l'Union européenne avant qu'il entre. Ce n'est pas spécialement leur faute, c'est surtout la faute des pays qui étaient dedans avant. Donc ce qu'il faudrait, c'est remettre de l'égalité. Et ça, c'est une tâche qui est à la fois européenne et mondiale. C'est une vraie difficulté. Est-ce que tous ces gains de productivité liés aux innovations dont parlait Olivier Lecomte vont être mis au service de l'ensemble de la population, ou est-ce que ça va profiter toujours à une minorité? By the way, vous êtes des privilégiés. Parce que quand on regarde ce genre de charte, on se dit « Oh là là, c'est terrible ça ». Mais vous avez vocation à être dans les 2-3% de gens qui auront les meilleures rémunérations dans le pays. En partie, vous le méritez, c'est votre boulot, vous avez réussi un concours difficile. Et je veux dire, certains d'entre vous viennent peut-être de milieux modestes et tant mieux et bravo pour eux. Mais n'oubliez jamais qu'il y a un certain nombre de gens dans nos sociétés qui, eux, sont très très tôt, en tout cas, plus ou moins forcés d'aller vers les niveaux les plus bas. Donc pour moi, c'est le défi numéro 1 de l'Union européenne, mais aussi des systèmes nationaux et du système mondial. Je vous dis encore une fois, l'Europe, il ne faut pas la voir détachée du reste. Ou votre génération, peut-être encore un peu la mienne, arrive à changer un peu le cours des choses de cette manière-là, ou alors on est parti pour des troubles qui pourront peut-être aller très loin. Vous savez, on a un peu perdu l'habitude sur notre continent de l'instabilité politique. Mais regardez déjà ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en Grèce, regardez les scores qu'on attribue à des partis qui sont xénophobes, nationalistes, etc. Donc il faut être vigilant de ce point de vue-là. Mais encore une fois, il faut aussi que le système politique delivers. L'autre chose sur laquelle moi j'insisterai beaucoup, c'est que je pense que quel que soit le niveau auquel des décisions seront prises, ce qui est important, c'est que les citoyens aient le sentiment d'y participer. On a eu trop tendance à opposer le niveau européen au niveau national. Il faut une meilleure répartition de ce qui est fait au niveau local, de ce qui est fait au niveau national, de ce qui est fait au niveau européen. Et il faudrait que quand on transfère des pouvoirs au niveau européen, on les transfère vraiment. De même d'ailleurs que dans la décentralisation en France, la décentralisation, pour être poli, c'est le souk. Quand j'avais votre âge et que je faisais du droit, on m'avait appris que la décentralisation en France se ferait sans qu'il y ait jamais de financement croisé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le type de panneau qu'il y a quand on construit un pont, un lycée, une école, un machin, c'est que du financement croisé. Et au niveau européen, c'est la même problématique. Il y a un économiste italien que j'aimais beaucoup, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Tommaso Padoa-Schioppa, qui disait qu'il faut faire la différence entre des pouvoirs limités et des pouvoirs faibles. On peut souhaiter, et je crois que ça serait souhaitable, que l'Europe ait des pouvoirs peut-être plus limités dans certains secteurs, mais que dans les domaines où on a transféré des pouvoirs, elle ait des pouvoirs effectifs.
Voilà, s'il y a des questions, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, si vous voulez la vision un peu confortable de l'Européen occidental des catégories sociales supérieures, consistant à dire « oh là là là, mais tout ça c'est très compliqué, hein, l'Europe ». Et puis la mondialisation, ça nous emmerde un peu, parce que quand même, voilà, peut-être qu'on pourrait trouver une télécommande et on va démondialiser. Ça, je crois très sincèrement que ce n'est pas à la hauteur des élèves de Centrale. Vous voterez pour qui vous voulez au mois de mai prochain, mais d'abord, allez vous inscrire avant le 31 décembre si vous ne l'aviez pas fait quand vous étiez en prépa, parce que sinon vous ne pourrez pas voter. Mais en plus, quand vous voterez, demandez-vous quand même si, avec votre bulletin de vote, vous êtes seulement en train d'émettre un grognement protestataire, ou si vous confiez des pouvoirs à des gens que vous avez le droit de mettre sous contrôle et de virer la prochaine fois, ça, il n'y a aucun problème, mais qui, au moment où vous leur faites confiance, doivent savoir aussi qu'ils auront derrière eux des citoyens qui, à la première réforme douloureuse, ne vont pas dire non. Parce qu'on vit quand même dans une société d'enfants gâtés. Une société dans laquelle chacun voudrait que l'environnement soit préservé, mais qui est quand même un TGV pour aller voir maman, parce que le week-end, elle va vous laver votre linge, parce que c'est quand même un peu embêtant d'être là. Je parle pour les provinciaux. Une société dans laquelle on ne voudrait pas qu'il y ait des gaz à effet de serre, mais on prend sa bagnole pour aller au cinéma. Une société dans laquelle on voudrait que tout le monde travaille plus et que la France soit productive, mais ne touche pas à mes 35 heures. Une société dans laquelle on voit qu'il y a du vieillissement, mais on ne veut pas travailler plus vieux, etc., etc. Après, il peut y avoir des réponses très différentes et politiquement, chacun pense ce qu'il veut. Mais très sincèrement, quand vous mettez un bulletin dans une urne, dites-vous franchement que vous avez de la chance. Et maintenant, dernière petite chose, parce que c'est une de mes filles qui est allée en Afrique l'été dernier, qui est médecin, qui m'a fait remarquer quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé parmi les innombrables privilèges qui sont les nôtres. Je voudrais que lèvent la main dans l'amphithéâtre ceux qui ont des lunettes ou des lentilles. Voilà, regardez-vous parce que moi je vous vois. Eh bien, il y a des villages en Afrique où il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de lunettes. Et tout ce que vous avez appris, tout ce qu'il y a eu dans des bouquins, c'est votre mérite si vous l'avez appris, mais le monde d'aujourd'hui, c'est un monde profondément injuste où quand vous êtes occidental, vous avez par exemple accès à cette chose qui paraît mais banale, complètement banale, qui est d'avoir une paire de lunettes pour y voir quelque chose, sauf qu'il y a des pauvres mômes qui sont peut-être aussi intelligents que vous, qui pourraient être là ici, et qui n'ont pas pu aller à l'école parce qu'ils n'avaient pas de lunettes. Merci.